Caméra 1 roule, Qui voudra commencer? De toute façon, c'est Max qui va. caméra 2 roule, les deux caméras. Salut tout le monde, bienvenue à notre vidéo coup de cœur 2018. Le principe est simple, on a chacun choisi 10 tombes de notre choix. On va présenter nos coups de cœur qui sont parus en 2018, puis on va un peu débattre autour. Moi, je vais être en animateur, puis je vais pouvoir dire un peu les tours de parole, puis gérer la chicane un peu. Donc, moi c'est Max, on a Amélie que vous connaissez déjà de nos vidéos, on a Bianca, Kevin, Florence qui est notre dernière arrivée dans l'équipe, et David, notre vétéran. Donc, avec ça, je crois qu'on va commencer avec... Puis on coupe, puis on choisit quelqu'un. Donc, on commence le tour de piste avec David. Cool. Mais écoute, mon premier choix, j'ai choisi un coup de cœur Origine, en fait. Qui a été un gros clin d'œil au père de la science-fiction moderne, en fait, pour moi. Notamment avec une remodelage un peu différente, en fait, des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Étant un grand fan de science-fiction, ça m'a vraiment touché. Puis l'auteur, c'est Boichi, c'est ça? Exactement. Donc, Sunken Rock, Wallman, c'est le coup classique. Ouais, c'est un auteur qui de base aime vraiment beaucoup la science-fiction. Fait qu'on peut le voir dans ses différentes œuvres, que quand à un moment il fait de la science-fiction, il met beaucoup plus de cœur. Puis, C'est vrai. tu vois que ça le passionne un peu plus. C'est vrai, en fait. Donc, Je l'ai choisi aussi. Quelqu'un d'autre l'a choisi? Moi, Oups. j'avais aussi. Oups. C'était vraiment un excellent titre. Hey, c'est bon, hein? Je veux, c'est ma pile. c'est tapé. Donc, le premier choix de l'équipe, à deux fois, David et Amélie, on a Origin de Boichi. Kevin, j'ai cru comprendre que tu avais un titre controversé à nous présenter. Oh mon Dieu. Ouais. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité. Mais moi, je l'ai bien aimé. Ça s'appelle Made in Heaven. Oh mon dieu, Ouais. c'est tellement ma pile. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant, en fait, assez cocasse. On va en fait avoir une espèce de dessinateur qui a de l'aspiration, mais qui vient un peu de nulle part. En fait, il sait pas d'où ça vient. Et soudainement, on a cette jeune fille assez étrange, en fait, avec des os et gros... Attributs. Il faut le dire, il faut le De dire. gros attributs qui se présentent à lui, qui veut devenir son espèce d'assistante, en fait. Et c'est assez intéressant. Tu as une très bonne chimie entre les personnages. On va vraiment avoir une espèce de triangle amoureux qui va se former avec les personnages principaux. Et je trouve ça très hilarant, en fait. Je sais que les autres membres de l'équipe ont pas tellement capoté. Bah, c'est-à-dire que c'est quand même réincarnation et gros nichon. Ouais, bon. Le tour m'a quand même réussi à me décrocher quelques petits sourires. C'est comme Kevin le disait, c'est assez cocasse en soi. Puis les situations sont assez. Il y a beaucoup de quiproquos aussi. Ouais. Ça en fait une bonne lecture, je dirais. Je vais vous avouer que je l'ai lu moi-même aussi. Quelle surprise. Donc, les trois gars de l'équipe s'entendent pour dire que Made in Heaven, ça vaut la peine. Donc, excellent, ça c'est la pile de Kevin. Donc, le deuxième choix c'était Made in Heaven. Qu'est-ce qui va y aller? Florence? Bah ouais, je peux y Super. Qu'est-ce que tu nous sors, Florence? Je vais sortir, je vais commencer avec la nouvelle édition de Fruit Basket. Non. Le temps en vert. J'ai trouvé ça vraiment. Ben, premièrement, c'est vraiment une super belle édition, je trouve. Surtout que la première édition est plus disponible finalement. Puis c'est vraiment une histoire vraiment cute, très, très touchante. C'est une histoire où je me suis vraiment attachée au personnage, je trouve. Puis ouais, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de le rééditer parce que c'est comme un classique des Ouais, je shows suis là d'accord, aujourd'hui. ouais, là, c'est- tu sais. Fait C'est que, un classique ouais. indémodable, puis on comprend pourquoi c'est. Ouais, c'est ça. c'est, Donc c'est vraiment cool comme. Avais-tu déjà lu Fruit Basket avant? Ouais, Oui, ok. j'avais relu, puis c'est. Je trouve que c'est le genre de série que je peux lire n'importe quand. Parce Tu que l'as c'est comme très... redécouvert un peu, Ouais, hein. exactement. C'est vraiment une histoire comme. C'est légère, je dirais, là, puis facile à lire. Donc, encore une fois, vu que je me suis beaucoup attachée au personnage aussi, j'ai vraiment aimé la relire, justement. Fait que. Ouais. Super. Donc, notre nouveau choix, c'est Fruit Basket, la réédition par Florence. Florence, veux-tu faire une farce pour le montage? Comme... Excellent. Bianca, tu n'as pas pris la parole encore. Qu'est-ce que tu nous sors? Moi, je vous amène Otaku Otaku. Yeah! C'est en gros, c'est des petites histoires courtes de couples d'otaku. Puis, c'est des gens qui s'étaient amis depuis l'enfance. Finalement, ils se remettent à bosser ensemble. Puis, ils sont pas capables de dater parce qu'ils sont super geeks. Puis, ils sont pas capables de juste
se mettre en couple. Fait que finalement, ils ont dit, ben, pourquoi pas, on va finir ensemble. Puis c'est vraiment l'histoire de deux couples qui sont finis ensemble par un peu leur hobby, leur passion. Fait que c'est vraiment le fun, cool. Taco Taco, c'est un titre que tout le monde a aimé, c'est ça? Ouais, c'est Ben, vraiment. je vais pas être très originale, mais aussi dans la sélection. Amélie a copié toutes les sélections de tout le monde. Donc, on a commandé 2 fois, on a Otaku Otaku. C'était un titre vraiment original. Ça sortait vraiment des sentiers battus. J'ai l'impression que les gens ont vraiment aimé cette série-là parce que eux aussi ils aiment les mangas, les animés, tout ça. Fait que c'est comme je peux comprendre comment les personnages se sentent finalement. Ouais, ils se sont retrouvés là-dedans Ouais. et en même temps pas avec forcément des clichés non plus. Ouais, J'ai exactement. aimé l'histoire parce que, comme Amélie dit, on s'y retrouve vraiment beaucoup parce que finalement c'est pas mal ce qu'on est. Quand tu t'intéresses un peu à l'univers geek puis au manga et tout ça, pourquoi pas se mettre ensemble finalement? Je trouve ça assez cute puis assez drôle aussi en soi. Ça a été dans les grands succès de l'année, en bout de ce coup-ci. Clairement. Excellent. Pour le deuxième tour de table, Kevin, avec une autre. Ouais, une série que le monde attendait avec impatience. Promise Neverland. Oui! J'ai vraiment adoré cette série. J'ai vraiment adoré cette série-là, en fait. C'est vraiment un très bon mélange de suspense et un peu d'horreur, en fait. Et avec ces jeunes qui doivent vraiment s'échapper de cette espèce d'orphelinat assez macabre. C'est très le fun, en fait. Il va vraiment avoir un bon développement dans les personnages, où on va suivre ces jeunes qui sont extrêmement débrouillards, mais quand même assez naïfs, qui vont être très intelligents, mais qui vont encore une fois rester des jeunes. Et c'est assez intéressant de les voir se débrouiller, essayer de concocter des plans afin d'essayer de s'échapper de cet orphelinat-là. Vraiment apprécié. Surtout le contraste au début, là, tu sais que tout est joyeux, les enfants sont, ils jouent dehors, puis ils s'amusent, puis ils adorent leur mère, là, qui s'appelle. Puis là, après, c'est comme contraste, là, c'est vraiment 0 à 100, là, finalement, c'est fou, là. Un univers utopique, en fait, qui du jour au lendemain sont dans la démence, puis il y a toute une révélation qui se fait. Puis t'as une espèce de jeu de mastermind, en fait, qui se fait. C'est un peu comme une partie d'échecs où tu dois deviner les coups de ton adversaire, deviner les coups que tu vas faire, puis agir en conséquence. Puis c'est un peu comme à celui qui aura le plus de coups en avance, qui fait que la lecture est très, très passionnante. Puis t'as juste envie de lire la suite encore et encore, puis de pousser la lecture. Puis pas personnellement, moi, chaque fois que je lis, je peux pas m'arrêter. Genre, tu l'as lu combien de fois? Je les compte plus. Est-ce que tu l'as mis dans ta liste? Ouais, je l'ai mis dans ma liste. Oh! Je pense qu'on peut tout le Oh, sortir. puis Bianca aussi. Ben Parce que tout le monde l'avait dans sa liste. Florence. Ben oui! C'est vraiment... Wow! Sauf Amélie. Sauf moi. Ah. J'ai bien aimé aussi, mais il y a des trucs que j'ai aimé plus. Je crois que c'est vrai que le niveau de dessin est vraiment très bien en plus. Oui. Oui. Ouais. Exemple, Promise Neverland, une de nos grandes recommandations de l'année. Florence. Cool. Happiness. Une autre série que j'ai beaucoup aimée. L'ambiance très dark, j'ai trouvé ça cool. Puis aussi que il n'y a pas énormément de texte, mais je trouve que ça fit avec la série. Tu sais, c'est comme... C'est plus atmosphérique. Exactement. Fait que, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Puis une histoire de vampire plus originale, je trouve aussi. Ouais, c'est dans le Je style sais de ce que pas, fait l'auteur d'habitude. Moi, j'avais ouais. beaucoup aimé dans l'intimité de Marie. C'était Ouais. du même auteur, puis c'est ça, c'est toujours vraiment décalé, les scénarios sont toujours vraiment intéressants, Ouais, vraiment c'est vrai. J'ai travaillés. trouvé Fait plus, que ça, j'aimais beaucoup ça. plus réaliste aussi, Oui. dans le sens où tu suis le héros qui, par une malaventure, si on peut dire ça, se transforme en vampire. Puis il découvre son pouvoir, mais il capote littéralement, dans le sens, il sait pas ce qui lui arrive, il y a des nouveaux sens qui s'éveillent à lui, il y a une nouvelle force qui vient avec, puis tous les trucs au quotidien qu'il ne voyait pas finalement, il y a des trucs qui lui apparaissent plus flagrants, puis il doit essayer de se battre en fait contre cette bête tapis au fond de lui, qu'il n'a pas encore maîtrisé. Puis, Je trouvais ça intéressant parce que tu as une espèce de parallèle avec la puberté, puis l'espèce d'éveil chez le jeune garçon, puis qui commence à tout à fait. découvrir ses nouveaux sens. et Ouais, tout. Complètement. Puis c'est vraiment exploré d'une façon très étrange et vraiment bizarre. Puis quand tu as passé à travers la puberté, tu sens un peu comme d'où l'auteur vient avec ça, et c'est assez intéressant de voir la réflexion là-dessus. Donc je trouvais que c'était très très beau, très bien écrit. Tu pars sur les mêmes sujets, tu explores les mêmes sujets que dans Tokyo Ghoul, mais de façon un petit peu plus fine. Exactement. on va dire. Ouais, exactement. Tu l'avais dans ta pile, Bianca?
Yay! Aussi sur la liste de Bianca. Happiness. Excellent. Bianca, est-ce que tu veux présenter le prochain? Moi, j'ai avec un gros coup de cœur de l'année 2018. C'est Sonnet et Manon. En gros, on va suivre un jeune qui a vécu une rupture, qui veut tout simplement juste s'évader. Il va se rendre sur un bateau, puis il est passionné de science-fiction, fait qu'il a toujours son roman de science-fiction à la main, puis il va croiser une jeune fille qui fume, qui lui rappelle un peu son ex. Pour au final, qu'il se rend compte que la jeune fille lui-même et lui se retrouvent quasiment dans une aventure de science-fiction, parce que c'est quelqu'un qui est vieux de 3 milliards d'années. Il était là avant l'existence de toute population, puis c'est justement comme le coup de choc où est-ce que le jeune homme se voit littéralement arriver dans un monde de science-fiction, puis ça m'a vraiment fait accrocher. Puis depuis il n'y a pas beaucoup de texte, mais les dessins sont comme super, comme juste comme on a une page vraiment juste remplie, t'as même pas besoin de comme rien lire, tu ressens vraiment le tout. Ok, je l'ai aussi. Je pense que c'est peut-être mon gros coup de cœur moi aussi de l'année. Alors moi c'est Errance des Manon qui est un peu la suite, sans être vraiment la suite, on retrouve les personnages mais l'histoire pourrait se lire sans avoir lu Souvenir des Manon. Mais ouais, c'est le même type d'œuvre. Moi c'est vraiment, ouais, comme tu disais, autant les dessins que la manière dont est contée l'histoire. Pour le coup, le dessin est vraiment très beau par l'auteur en lui-même, en fait. Ouais, c'est ça, comme tu disais, même une page sans texte, tu peux y passer plusieurs minutes parce que c'est tellement beau et tellement poétique. Une belle attention aux détails. Ouais, très 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 beau. C'est quasiment considéré un peu comme la science-fiction politique, un peu comme poétique, excusez-moi, comment qu'on voit les tout. Et puis j'aime aussi le fait que tu ne sais jamais qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce qu'elle a 3 milliards d'années ou pas? Elle fait toujours se contredire en fait dans tout ce qu'elle dit et toujours tout remettre en question, c'est vraiment intéressant. David. Je vais avoir une petite touche un peu plus légère en fait. Où c'est une petite compilation de l'auteur de Fairy Tail en fait, tout simplement. C'est qu'on se base vraiment sur des petites histoires humoristiques qui m'ont fait plier en 4, littéralement. J'ai vraiment passé un bon moment à la lecture, puis il y a des gars qui sont vraiment de nulle part, qui sont hilarants, tout simplement. Puis on retrouve le dessin que personnellement j'aime vraiment beaucoup de Hiro Mashima, qui est juste magnifique, selon moi. Est-ce qu'il faut être un grand fan de Fairy Tail pour apprécier ou est-ce que tout le monde peut aimer ça? Pas du tout en fait. Les 2 tomes, vu que c'est en 2 tomes, se prennent vraiment très très bien. Vu que c'est vraiment plusieurs petites histoires. C'est sûr que c'est un plus si tu connais l'univers, tu connais les personnages. Ça te fait, dans le fond, t'es plus dans l'histoire puis dans l'univers. Ouais. Mais en soi, on peut très très bien le prendre, le lire puis avoir du fun pareil. À savoir, David, c'est l'expert en shonen. Donc, je prendrais son avis. Amélie. Je vais essayer d'être originale cette fois. Good Night, I Love You. Donc, dans la série des Merci. Dans la série des excellentes Josei qui sont sorties en 2018, donc c'est l'histoire d'un gars dont la mère décède et qui, pour réaliser cette dernière volonté, va partir à l'étranger, annoncer à ses amis qu'ils sont morts, puis il va se rendre compte qu'en fait ce voyage a été concocté d'avance par sa mère pour l'aider à sortir de son cocon, en fait de s'affirmer lui-même, puis de vivre pleinement sa vie. Et j'ai beaucoup accroché avec ce personnage qui se découvre lui-même par le voyage. Ça me rejoint beaucoup. Personne d'autre, visiblement. Mais, je l'ai acheté, mais pas lu encore. Il est chez moi, donc ding ding. Je vais avoir un titre. Made in Abyss. Ça, c'est un titre que j'ai trouvé particulièrement très intéressant. C'est un beau mix, en fait, d'exploration un peu enfantin, où on va suivre plusieurs jeunes qui vont explorer cette espèce d'univers assez terrifiant. Puis on va, en fait, avoir un très beau contraste entre l'aspect plus immature, plus enfantin de jeunes enfants qui essayent de vivre leur vie d'enfant et qui sont vraiment contrastés, en fait, avec cette espèce d'univers complètement sombre, avec de la mort, avec du sang et des créatures atroces, un peu Lovecraftien, on pourrait dire.
Et c'est absolument incroyable. Personnellement, j'aime vraiment le dessin, en fait, cette espèce de belle touche, en fait, à l'aquarelle qui rend, en fait, qui renforce l'atmosphère du manga et de l'histoire. On sent une espèce de petite approche vaporeuse, en fait, où on explore, en fait, cette espèce de brume, en fait, cette espèce d'univers assez étrange, assez obscur. Et tranquillement, on va en fait découvrir peu à peu, au fur et à mesure que l'histoire avance, les secrets que renferme cet univers-là. C'est assez intéressant, puis je trouve que c'était très très bien dessiné. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun de Made in Abyss, c'est que tu sais jamais comme à quoi t'attendre. Tu commences au premier volume, puis t'es juste, c'est super bon. Finalement, il y a comme l'élément choc qui arrive, t'es juste, mais voyons, pourquoi ça arrive à ce moment-là, puis ça continue, puis ça continue. Fait que j'avais aussi mis sur ma liste. Parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment ce côté très sombre, très malaisant en fait de l'œuvre, qui est très très bien mêlé avec le côté vraiment très cute vu que c'est des enfants quand même assez jeunes. Qui, comme disait Kevin, dans l'univers de Lovecraft, c'est pas mal le fait de, on peut penser que ça existe, mais on n'a pas de preuve tangible que ça existe vraiment. Et que le fait, c'est ça, de découvrir ça, ces fameuses créatures, puis cet univers vraiment qui déteint en fait sur le début de l'histoire, fait que ça fait vraiment un mix où tu te trouves comme t'es confortable au début, puis t'es chamboulé par la suite parce que ça fit pas en fait. Puis c'est deux univers qui s'entrechoquent, qui fait que c'est un beau mix. Puis on peut lier ça aussi avec Promised Neverland, parce que le fait que c'est un univers très sombre, mais avec des enfants comme personnages principaux, c'est un concept intéressant. Ou Beyond the Clouds aussi, Oui. qui est sorti un peu en même temps. Exactement. Plusieurs. Ouais. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais Origin aussi. Fait que... Bon, il va tard que jamais. En fait, bon. Je vais prendre Little Witch Academia. Encore une genre d'histoire très, très légère, très agréable à lire. Puis j'ai beaucoup aimé le style de dessin également, puis c'est très fidèle à l'anime, je trouve. Ça représente très bien le style, puis donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. L'anime est plus fidèle ou c'est le. Le manga est. Ouais. Le manga est final. L'anime est sorti avant? Ouais. Oui. Wow! Tu vois, mais avec le Witch. Personnellement, en tant que grand fan en fait du studio Trigger en fait et de tout ce qu'il crée, j'ai vraiment suivi de proche en fait toute l'évolution de Little Witch Academia ou de Little Witch Academia. On va se mélanger avec Faut pas faire un débat là-dessus, faut pas faire un débat. Non, mais c'est très intéressant en fait. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est justement comme Florence en parlait, t'as vraiment une approche. Le style est vraiment similaire à celui de l'anime, ce qui généralement est assez rare en fait. Parfois, on va avoir des adaptations en manga qui vont avoir un style qui va être proche, mais qui va vraiment pas être exactement pareil. Puis le mangaka en fait a vraiment réussi à vraiment reprendre en fait la magie derrière l'anime et de le mettre en manga, ce que je trouve assez le fun en fait. Visuellement, c'est vraiment imbattable. Je suis incapable de faire une aussi bonne critique que ce que vient de faire. Ça c'est certain, mais c'est un manga qui s'adresse à la base à un public beaucoup plus jeune, mais malgré ça je trouve qu'on s'amuse énormément même en tant qu'adulte. C'est frais, L'univers est très original en fait, et t'as vraiment tendance à t'y perdre en fait tout simplement. Puis de découvrir ça en même temps que l'héroïne finalement, elle veut devenir sorcière, puis elle découvre cet univers là aussi. David. Oui, avec une petite touche un peu plus scientifique. Avec Dr Stone en fait. Encore du Boichi. Encore du Boichi. C'est très prolifique cette année. C'est ça. En fait, qui est vraiment très très nice en fait, parce que tout part d'une base vraiment slice of life où tu suis 3 jeunes étudiants dans une école. Puis vraiment très très vite en fait, il y a un événement qui se passe qui fait qu'il y a quelque chose qui explose. C'est pas trop exactement ce que c'est, qui fait que toute vie sur Terre se pétrifie. Rendu plusieurs dizaines de milliers d'années plus tard, il s'avère que notre héros scientifique, qui est un génie par-dessus tout, arrive à sortir de ce cocon en fait de pierre, puis il décide de se relancer, de regagner toutes ces années perdues, puis de ramener la société au niveau scientifique qu'elle avait avant de cet incident tout simplement.
c'est très très cool. L'œuvre apporte vraiment beaucoup de références à la science en fait, qui sont vraiment des références vraies qu'on peut vérifier et qu'on peut aller checker. Il y a toujours aussi ces petites recherches après manga, c'est comme suis-tu vrai de... Puis finalement, tu te rends compte qu'effectivement... Il fait ça souvent, Boichi, il fait ça Ouais, même c'est avec ça. la bouffe très souvent où il donne C'est ça, plein d'infos. C'est très cool. Puis c'est ça, tu suis un peu, puis t'as cette vision de la chose du héros qui veut remettre la science au bout du jour. Puis t'as d'autres versions d'autres personnages qui vont réapparaître dans le sud de l'histoire, qui ont une vision plus archaïque en fait de la chose, comme quoi ils font partie d'une nouvelle sélection naturelle. Puis t'as un peu une espèce de loi de la jungle qui reprend le dessus, mine de rien, qui m'a plu personnellement. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi avec Dr. Stone, c'est qu'on a l'habitude de voir Boichi dans un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus seinen. Puis tout ça est comme inclus, mais dans un shonen, ce qui fait en sorte que c'est comme un gros changement, je trouve, pour le mangaka en tant que tel. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus accrocheur pour ceux qui ont un peu peur de se lancer dans le shonen et tout. Ben moi tu vois c'est ça que j'ai moins aimé justement le côté shonen. Je suis une grande fan de Boichi, mais l'approche shonen pour lui j'ai trouvé que ça lui convenait moins. J'ai bien aimé Dr. Stone mais pas au point de Origin ou Senkanrock ou Woman. C'est vraiment un avis totalement personnel, le storytelling est toujours aussi bon, les dessins sont écœurants, mais j'ai moins aimé son approche shonen que son approche seinen. J'ai l'impression que plus son côté humoristique en fait va mieux avec le style shonen que seinen en fait. Ça, Et forcément c'est moins sérieux. Oui. Puis que le public est en général plus jeune en fait. Il est plus facile de caler 2-3 gags avec les héros. Donc c'est pas un Boichi habituel. Non, c'est ça. Faut se préparer un peu à quelque chose de différent, parce que moi je suis un peu du côté d'Amélie, de quand je l'ai lu, j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais à Sunken Rock 2. Je pense que c'est un peu le but qu'il veut faire, c'est de sortir de sa zone de confort, et tester quelque chose de nouveau. Parce qu'en parallèle, il écrit Origin en même temps, fait que je pense qu'il se réconforte avec Origin, puis il essaye des nouvelles choses avec Dr. Stone. C'est ça. C'est vrai que dans un contexte de shonen, je le vois plus. Ouais. Amélie. Je vais passer sur du Dark Seinen avec Détonation. J'ai capoté sur Détonation. Vraiment, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le design est juste incroyable, l'univers est ultra sombre, c'est déprimant au possible, mais t'as juste envie de savoir ce qui va se passer. Ça m'a vraiment fait penser à un Dragonhead ou un Akira, mais vraiment encore plus sombre. Puis je pensais pas que c'est faisable en fait, tout simplement, parce qu'en soi Akira puis Dragonhead en soi l'était déjà. Ben, c'est peut-être le côté réaliste justement de la chose qui rend ça encore plus sombre, parce que Akira t'as toujours ce truc de te dire ok c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Dragonhead c'est un peu plus réaliste, c'est pas mal plus réaliste, mais il y a une catastrophe naturelle, ça va pas lieu. Là ça pourrait être le monde de tous les jours, ça se trouve c'est en train d'arriver à Tokyo pendant qu'on parle, donc c'est pour ça que c'est vraiment effrayant. Est-ce que c'est tourné par les dessins par rapport à la cover? C'est sûr qu'on reçoit une nouveauté ou une nouvelle série, on se fait toujours d'abord par le côté couverture en fait. Puis au début, la couverture m'emballait pas tant au niveau dessin. Puis quand tu regardes le volume, puis c'est un gros format, fait que les dessins sont mis en avant, qui fait que le dessin est juste incroyable en fait, tout simplement. Bon, c'est à mon tour maintenant. Alright. Donc moi, c'est Au Grand Air, un titre que j'ai assez apprécié. C'est assez chou en fait, c'est vraiment relaxant comme titre. C'est vraiment juste l'histoire de jeunes filles qui vont en fait, qui aiment vraiment le grand air et qui aiment juste partir un peu faire du camping à l'extérieur, et c'est vraiment juste ça l'histoire. C'est vraiment des jeunes qui vont se rencontrer, se prendre une petite soirée et faire un feu de camp et camper. Puis je trouvais ça vraiment assez intéressant que t'avais une atmosphère vraiment légère et vraiment innocente, où le monde faisait juste avoir du fun en fait. On faisait juste se retrouver entre amis et vraiment avoir du bon temps. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et ça relaxe après avoir lu des titres très macabres, très déprimants. Non, on peut vraiment juste se recueillir en fait autour Au Grand Air et juste avoir un bon temps. Je trouvais ça fun. C'est le fun, ça change parce que le thème du plein air n'est pas souvent abordé chez les Japonais, parce qu'ils font pas du tout de camping. Hors de leur zone de confort. Donc c'est cool. Quelqu'un
le côté un peu plus horreur, j'ai CMA édition finale, qui est par le même auteur que Montage, si vous avez déjà entendu parler, excellente série. Puis on place une gang de jeunes qui ont fini leur étude, puis ils reviennent d'un party en voiture, puis un peu le classique où ils vont rentrer dans quelque chose, puis ils se rendent compte que c'est une genre de vache, un bœuf, ou qu'ils vont juste comme, ben on cache ça, c'est logique. Puis au final, ils vont se rendre compte que la création en tant que telle avait un visage humain. Fait qu'ils vont juste comme l'abattre d'une façon intense. Puis finalement, c'était un yokai. Puis dans une mythologie japonaise, où est-ce qu'on décrit le fait que dès qu'ils vont, tu sais, cette bête-ci, ils vont avoir une malédiction sur eux qui vont mourir 7 jours. Ils vont avoir 7 jours pour survivre. Puis donc, chaque personne qui va mourir va avoir le visage sur la bête. Fait qu'ils voient un peu comme leur mort arriver, un à la file de l'autre. Puis ils veulent juste arrêter la malédiction, mais comme un peu trop tard. Puis t'as vraiment le côté super seinen dark. Le verset il est assez dérangeant en fait, parce que mine de rien, les fameuses victimes ont essayé de reprendre un rythme de vie normal. Puis notamment le passage avec un médecin qui se son bloc opératoire, puis en pleine opération, il découvre en fait sa mort finalement, comme Bianca le disait, puis il pète littéralement un câble. Puis c'est un peu ça qui va signer son arrêt de mort finalement, qui est assez dérangeant. Ah, ça me rappelle un peu du Final Destination, comme des espèces Ouais, de mais meilleur. Effectivement, Final Destination. Ouais, le titre est vraiment poche. La traduction, là, Mais moi, il a failli faire partie de ma sélection aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup aimé le côté justement très documenté sur les yokai. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite. Et j'ai trouvé que ça a apporté une très bonne touche à l'histoire versus un destination finale où tu fais juste voir des gens mourir. J'ai pas trop accroché, honnêtement. Je comprends pourquoi les gens aiment ça et tout ça, mais pour moi, personnellement, c'était pas un gros coup de cœur. C'était le fun, mais je dirais pas agréable parce que bon, les images sont assez intenses. Mais c'était correct, mais pour moi, ça m'a pas... Peut-être parce que tu l'as pris comme un manga d'horreur, alors que c'est plus un manga d'enquête policière. Ok. Moi, je l'ai moins pris comme un manga d'horreur, en tout cas. Mais c'est psychologique aussi, où est-ce que tu vois les états d'esprit des gens, comme David a dit, où est-ce que le gars il pète un câble directement parce qu'il sait qu'il va mourir. Fait que c'est vraiment comme dans chaque esprit des personnages, puis c'est des trucs vraiment qui sont dérangés au fond. Je l'ai pris dans la continuité scénaristique de l'auteur et en lui montage en fait, qui fait que justement montage c'est une espèce de petite enquête policier en fait, la recherche d'un butin qui probablement ne sait pas s'il existe finalement. Je l'ai un peu pris dans ce genre là finalement, qui fait que justement c'était moins passé pour un manga d'horreur qu'autre chose. Ok. J'ai choisi pour le prochain Arcanum. C'est assez drôle parce que il est arrivé pile au moment où Pacific Rim 2 est sorti en fait. Qui est un film qui selon moi n'a pas vraiment grand chose en scénario, mais qui est juste incroyable parce que c'est des mécas géants qui se battent contre des créatures. Des kaiju, c'est ça. Et quoi demander de plus? C'est ça. C'est comme j'ai pas besoin de plus, je suis assez bon public en soi. Mais ce manga là pour le coup reprend à peu près la même chose, qui est une espèce de race alien en fait qui attaque la Terre. Le truc c'est que la Terre est impuissante face à ça, tout simplement. La seule façon qu'ils aient trouvé de contrer ça en fait, c'est d'utiliser les armes de l'adversaire pour essayer de le détruire puis le chasser de la Terre. Un peu comme Pacific Rim finalement, il faut deux pilotes en fait qui aient une certaine connexion, une certaine symbiose l'un envers l'autre, où tu vas avoir un pilote qui va être dans l'exo-armure, puis un autre pilote, donc le deuxième pilote finalement, qui lui va diriger cet exo-armure en fait. Donc, c'est vraiment le marionnettiste puis son pantin au bout du compte. J'ai surtout trouvé assez intéressant puis assez brillant en fait de vraiment passer la plupart en fait de la première partie du manga à juste explorer la relation entre le personnage principal et sa sœur en fait pour vraiment créer une connexion entre les deux puis pas simplement nous lancer directement dans l'action. Puis on passe vraiment beaucoup de temps à vraiment explorer un peu comment ils se sentent, puis la sœur qui sait ultimement que le rêve de son petit frère va finalement causer un peu sa perte ou la mettre en danger elle, mais qu'elle veut tellement faire en sorte que son petit frère soit heureux qu'elle va en fait accepter son sort et vraiment juste se sacrifier. Oui. Donc ça je trouvais que c'était très bien amené. On retrouve beaucoup le feeling qu'on avait dans Evangelion aussi.
C'est ça. Donc, maintenant, le fait de David, Bianca, le rêve de mon père. Le rêve de mon père. Tayo Matsumoto, oui! Vraiment, j'ai vraiment accroché avec son dessin, son design, un peu comme dans Amère Breton. C'était un petit dessin un peu naïf, mais qui déborde de passion puis d'information. Finalement, on retrouve un jeune homme qui est juste super studieux. Pour lui, l'école, c'est la vie. Si tu vas pas à l'école, t'es rien. Finalement, il va se ramasser avec son père parce qu'il a un peu la garde partagée avec sa mère. Puis lui, son père, son seul rêve, c'est d'être joueur de baseball. Fait que quand il arrive chez eux, c'est totalement un monde différent où est-ce qu'il est comme, mais non, il faut étudier, il faut faire ça comme du monde. Puis son père est comme, non, on va jouer, puis blablabla. Fait que il est un peu bouleversé parce qu'il le voit un peu comme un crétin de sa vision. Puis au final, c'est un peu comme un tournement de situation où est-ce que le jeune homme va commencer à prendre goût de son père, puis de vouloir un peu être comme lui. Fait que j'ai vraiment accroché cette espèce-ci. On retrouve vraiment les personnages habituels de Tayo Matsumoto avec les enfants qui sont les personnes les plus studieuses, les plus réfléchies, disons, et les adultes qui, au contraire, sont complètement vivent au jour le jour. J'aime beaucoup cette dualité qu'on retrouve toujours dans ses œuvres. Puis, comme tu disais, le fait que le gamin commence à apprécier le mode de vie de son père est intéressant, et à l'inverse, le père commence à apprendre aussi de son fils. La relation entre les deux est passionnante. C'est paradoxal, si on prend la comparaison de la société japonaise, en fait, où c'est vraiment le travail, c'est la vie, en fait. Puis du fait de voir vraiment, dans le fond, le jeune qui a été bourré par ces idées-là, qui fait que si t'étudies pas, t'es rien, en fait, dans la société. Puis le père qui probablement a déjà connu ce truc-là, puis qui profite, en fait, qui a fait fi de cet enseignement un peu parasitaire, si on peut dire, qui fait juste comme profiter de la vie au jour le jour, finalement. Puis d'arriver à trouver le bon côté entre les deux, finalement, en se fréquentant l'un l'autre. C'était vraiment intéressant, je trouve. D'ailleurs, la baseline derrière, c'est « Ne rêve pas ta vie, vis-la ». J'aime beaucoup. Merci Kana pour cette... Je pense que je vais être le prochain. Kevin, dis-moi. Moi, je vais y aller avec Les Héros de la Galaxie, qui est une adaptation, en fait, à la base d'un roman, d'un vieux roman japonais qui ensuite a été adapté en anime. On va en fait suivre en fait, cette espèce de grand empire galactique qui va essayer de s'étendre à travers toute la galaxie et qui va en fait essayer de contrecarrer cette espèce de rébellion qui commence à se fomenter dans leur empire. Et c'est assez intéressant, on va voir en fait cette espèce de futur empereur de cette espèce d'empire qui lui est vraiment bourré de talent et quand même assez bourré de rage quand même contre cette espèce de hiérarchie qu'ils ont formée dans cet empire-là qui va vraiment opprimer certains membres de cette société-là. Et c'est assez le fun en fait de voir un peu les personnages contrecarrer en fait la loi, en fait contrecarrer l'espèce d'autorité qui se fait face à eux. Et essayer de tranquillement graver les échelons pour en fait devenir l'empereur suprême de cette espèce d'empire. C'est assez le fun, puis c'est beaucoup plus axé politique, axé relations de famille, des trucs comme ça. Donc moi je trouvais ça assez le fun. Je l'ai pas mal associé à une version de Star Wars, mais un peu différente en fait. Où dans le fond les Bonne gentils, version. c'est... Oh! qui en fait c'est l'inverse en fait. Au lieu qu'on suive les rebelles qui sont présentés comme les gentils, c'est l'Empire Galactique qui est les gentils finalement. Puis d'après ce que j'ai lu pour le moment, c'est pas mal la même construction. Où en partie ça s'en va vers une même construction que Star Wars finalement. Héros de la Galaxie, Macross, des titres un peu comme ça été les premiers à vraiment intégrer des systèmes politiques très complets dans leurs histoires, puis souvent avec des retournements de situation tard dans la série où est-ce que les rebelles en fait avaient fait des actes terroristes qui ont déclenché la guerre, puis des... D'habitude c'est bon. D'habitude c'est... Héros de la Galaxie, c'est bien. Kevin, Héros de la Galaxie, merci. Qui est le prochain? Je pense. Kingdom. Ah, C'est bon. La fallait que ça série. arrive. Elle devait être là. J'ai vraiment aimé ça. Toutes les scènes d'action, puis les personnages vraiment uniques. Puis aussi que je trouve ça intéressant que ce soit plus en Chine. Ben ok, c'est en Chine quand même. Je trouve ça... c'est pas plus en Chine. Je
Je trouve ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, gros coup de cœur. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous ici. Qui là? Qui a quelque chose Oh wow, bon, voilà. En plus, aimé pour le côté historique en fait. Du fait que j'aime ça me documenter sur l'histoire de façon vraiment très amateur. Puis l'histoire de la Chine m'avait vraiment jamais intéressé, pas plus que ça. Puis de voir en fait qu'il y a un empire en fait qui a vraiment unifié la Chine, qui est la Chine qu'on connaît actuellement. Puis de revoir ces histoires avec un peu de fiction évidemment, qui a remis dedans, m'a vraiment pris par le cœur en fait finalement. Puis comme je disais de l'autre fois avec les fameuses petites recherches après lecture, chaque fois que je lis un Kingdom, je cours me documenter pour découvrir où est le vrai, où commence la réalité puis où commence la fiction finalement. Ouais, pour moi c'était un gros coup de cœur, les côtés stratégiques aussi des batailles qui est vraiment incroyable. Moi j'ai une relation assez spéciale avec Kingdom. Au départ j'étais pas une relation très intime. Non mais au départ j'étais pas tellement c'est pas une série qui m'inspirait beaucoup. Je regardais les dessins puis c'était pas quelque chose qui m'accrochait tellement et on la comparait souvent avec une série comme Berserk, un peu avec des débuts un peu plus historiques, beaucoup plus orienté bataille, grande bataille et tout comme ça. Mais après avoir vraiment lu le premier tome, j'ai vraiment, comment dire, accroché. Le personnage principal qui a vraiment une volonté de faire, qui veut vraiment juste foncer, mais qui a vraiment cette espèce de potentiel caché, qui est vraiment assez... C'est très bien exploré, puis c'est très bien fait. Puis tranquillement, le dessin qui au départ était un peu... pas tellement à mes goûts, m'a vraiment, comment dire, accroché. Et tranquillement, j'ai vraiment... su apprécier en fait ce dessin qui marche très bien avec ce genre d'histoire-là. Donc, personnellement, ça a bien fonctionné pour moi. Moi, c'est plus vraiment le style de dessin que je trouve vu que ça se passe en Chine, c'est plus représenté un peu comme un manuel. Puis c'est vraiment ça qui m'a accroché, le fait que ce soit unique, puis que justement, tu te lances dans l'univers de la Chine, tu explores tout, le fait des royaumes en guerre et tout, comme David a dit, de documenter après chaque tome lit, c'est comme à chaque fois que j'apprends de plus en plus. Puis c'est comme super addictif, fait que j'ai juste comme hâte à chaque fois qu'ils sortent de finir la série. T'as intérêt à avoir hâte, il y en a 50 ans. Ça va continuer, les gars. Kingdom, sélectionné 4 fois sur 5. Oui. Fallait faire des choix, je l'ai pas fait. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur de la fin d'année, c'est Wonderland. Alors, j'avais déjà capoté sur la précédente série de l'auteur qui était Sprite. C'est un auteur qui fait des scénarios absolument abracadabrants, comme tu sais pas d'où il sort ces histoires. Évidemment, on se base sur Alice in Wonderland, mais on est très très éloigné du conte original. C'est aussi ce que j'ai aimé, ça essaye pas d'imiter. On se base juste sur... On prend juste des éléments en fait de l'histoire originale et on part sur un scénario qui est complètement autre. Alors c'est ultra violent. Encore, je suis désolée de la violence. Beaucoup de violence cette année. Ouais, non, mais j'aime bien les trucs un peu trash. Donc c'est ultra violent parce que la première scène, Alice qui est devenue toute petite et qui ride le dos de son chien et qui vient garder sa taille originale, voit ses parents, eux aussi devenus petits, se faire littéralement éventrer d'un coup de patte du chat, d'un coup de griffe qui les prend pour des jouets. Fait que ça c'est une très belle entrée en matière. Et après la violence vient le suspense. et c'est là que ça devient intéressant. Personnellement, moi aussi je l'avais dans le mix. Ah, moi aussi Kevin. C'est vraiment quelque chose qui au départ, on a beaucoup de titres, en fait on reçoit beaucoup de titres en magasin qui ont le nom Alice ou Alice in Wonderland, Alice in Wonderland. C'est quelque chose qui revient souvent en fait, mais ça m'a vraiment accroché parce que la prémisse est déjà assez intéressante, puis ça fait partie de cette espèce de genre de seinen où on va vraiment avoir une espèce d'événement assez étrange qui va se passer, qui va se produire, des créatures étranges, quoi que ce soit. Puis ensuite on va tranquillement élaborer sur le mystère et essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, où vient en fait cette espèce de malédiction, d'événement, pourquoi est-ce que ça s'est produit. Puis je trouvais que c'était bien amené. Personnellement, je suis aussi fan des histoires un peu plus miniatures en fait. Tout ce qui va avoir les petits chapardeurs, des trucs comme ça, j'adore. Fait que voir
voir en fait cette jeune fille essayer de comme manipuler en fait des gros éléments, en fait des gros téléphones, C'est vrai, des trucs c'est comme ça. tellement. C'est mignon, mais en même temps tu sais qu'elle est en danger, fait que c'est vraiment ça rend ça encore plus un peu plus amusant puis un peu plus en même temps grotesque. Mais je trouvais ça le fun. Personnellement, il y avait beaucoup de fun à voir dans ce monde-là. Sous le côté MacGyver aussi, où Oui, elle construit exactement. une armure avec des vieux jouets, puis... Oh mon dieu, c'était Si tu prends conscience d'une nouvelle dimension en fait, Ouais. du fait Ouais. que si on étant être humain comme à notre taille normale, ça nous semble banal, mais si quand on est transformé à cette taille-là, en fait, c'est comme tout devient une menace en fait. Ce côté miniature puis ce gigantisme en fait qui sont contraste, qui fait que le manga va vers une dimension chaotique en fait. Mais très banal en soi aussi, Oui. parce que c'est les Oui. éléments de tous les jours finalement qui nous refait nous reposer, qui refait une remise en question sur notre univers. Puis moi, personnellement, je pense que ce manga-là, en fait, prouve une fois pour toutes que les chiens sont meilleurs que les chats. Sur les coins, Kevin. Merci. Moi, je suis pas Non, pas d'accord. Je suis un peu. Moi, je suis tombée. Donc, voilà. Ils sont juste... Non, on va arrêter. Le débat n'est pas là. Les chiens meilleurs que les chats, c'est officiel. Moi, je Non, non, ça c'était mon titre. Les chats sont meilleurs que les chiens. Je vais y aller avec Noise, qui est par un auteur que Poison City, Prophecy ou Manhole, qui a vraiment déclenché une grosse critique de société. Puis on se retrouve vraiment dans l'univers d'une ville qui vit une dépopulation, où il n'y a plus rien qui va, puis qu'au final, un jeune agriculteur va mettre en place un système de figues qui va être adapté au Japon pour ensuite comme, vouloir faire fortune pour tout simplement avoir une école et une bibliothèque. Malheureusement, le gouvernement va un peu dire son mot, mais bref. Puis au final, on va se rendre compte que durant son super gros projet, il y a comme un homme super louche qui va rôder près de la ville, qui veut juste avoir un travail, mais comme tu peux juste pas lui faire confiance. Puis au final, son ami va faire une petite recherche, puis c'est un criminel qui était emprisonné pour viol, meurtre et autres, qui faisait partie de cette ville-ci auparavant. Puis au final, il va comme juste tout le temps rôder auprès de lui, où est-ce qu'il va plus jamais vouloir revenir à la fin. Puis c'est vraiment le côté suspense et enquête qui est venu vraiment comme encore me chercher de cet auteur. Plusieurs problématiques qui sont abordées dans le manga, notamment l'avenir de la campagne japonaise en fait, qui fait que tout le monde fuit les campagnes justement pour aller dans les villes vu que c'est vraiment plus pratique. Et la réincarnation en fait des anciens détenus qui n'a jamais été une chose assez facile. Bon là il récidive, il s'avère qu'il fait un peu de la merde. Mais c'est comme Miyaka le disait, c'est comme ce côté vraiment intrigue avec comme trame de fond en fait le développement de la campagne japonaise, puis qu'est-ce qu'elle devient finalement, puis les problèmes qui vont avec m'ont charmé personnellement derrière tout ça. Moi j'aime beaucoup tout ce que fait l'auteur Tsutsui, puis c'est toujours des séries très courtes et il arrive à faire tenir des scénarios qui te tiennent vraiment en haleine sur juste 3 volumes. C'est super bien fait. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce qui arrive à notre protagoniste pourrait nous arriver à tous. Il se retrouve dans une situation où il se sent en danger et réagit d'une certaine façon qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est ça qui lui vient, c'est la première chose. En cas d'urgence, on ne sait jamais comment on va réagir. Et finalement, ensuite, il faut qu'il deal avec cette réaction-là qui a été juste une réaction de légitime défense. Ouais. Fait que c'est super réaliste. Alors c'est pas mal mon coup de cœur de l'année 2018, ça a été la plus belle découverte que j'ai faite. C'est Atelier des sorciers, à chaque fois que je lis Atelier des sorciers, j'ai l'impression de lire du Ghibli en fait. Que je lis le prochain scénario du film Ghibli qui sent rien. Au premier abord, les histoires sont vraiment très très cute en fait. Puis petit à petit, tu vois qu'en fait l'histoire s'embellit et que c'est pas si cute que ça finalement. Que l'univers qui est installé dedans est quand même assez dangereux en soi. Enfin, la magie est dangereuse. Puis tu suis une jeune demoiselle qui est un peu en fait comme le lecteur, dans le fond il découvre c'est comme la magie, c'est un truc extraordinaire. Puis elle veut juste tester, puis elle se confronte très rapidement aux problèmes qui sont liés finalement. Le dessin est juste incroyable. C'est une ancienne auteure de comics américain qui a d'abord percé dans le comics finalement
Et, fait que les dessins sont, tu le vois en fait sur les dessins qui sont un peu plus les traits sont un peu plus fins, vraiment comme du comics finalement. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi. C'était le genre d'histoire que je trouvais très captivant. J'embarque dans un autre univers, c'est vraiment... j'aime vraiment ça. Puis les dessins, comme tu disais, sont magnifiques. Là. Il y a vraiment des images comme... Je dois la regarder au moins 2 minutes parce que je suis comme, wow, c'est vraiment beau. Puis ouais, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Atelier des sorciers, ouais. Moi, je l'ai mis dans ma liste aussi. Je pense que c'est mon seul shonen. Si je devais élire un shonen cette année, je pense que ce serait l'Atelier des sorciers, même si on en a présenté plein d'autres avant qui étaient super bons. Puis, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, les univers qui au début sont très poétiques deviennent très sombres. Finalement, on se rend compte que malgré toute ce darkness, oulala, finalement on se rend compte que malgré ça, ça reste toujours poétique et toujours magnifique et toujours comme on est toujours dans l'émerveillement, même dans les instants les plus sombres. J'ai beaucoup aimé ça. Le scénario et le dessin t'en met vraiment plein la vue à chaque fois en fait. Je trouvais intéressant que tu le compares en fait à des films du studio Ghibli, parce que ça rappelle vraiment toute l'attention aux détails, surtout dans les backgrounds. En fait, il n'y a rien qui est vraiment négligé. Les personnages sont très bien travaillés, le background est incroyable, puis tout est vraiment juste très 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 bien dessiné. Puis moi je trouvais ça parfait. Prix Otaku du meilleur shonen de l'année. Yeah. L'Atelier des sorciers. Yes. Je suis d'accord. Donc, c'est à mon tour. Moi, je vais présenter Frankenstein. Donc, je pense que c'est un auteur que tout le monde connaît assez bien, Junji Ito. C'est vraiment le grand maître de l'horreur. En termes de manga, c'est vraiment c'est un incontournable. Lorsqu'on aime horreur, en fait, dès qu'on entend parler d'horreur, on va entendre parler de Junji Ito. Et je pense que Frankenstein, en fait, c'est une bonne addition en fait à la collection de Junji Ito. On aurait en fait vraiment une réadaptation en fait de l'histoire de Frankenstein. On va en fait suivre la créature qui elle va en fait faire face à son créateur Frankenstein et vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été créée et comment est-ce qu'elle va réagir, comment est-ce que ça nuit en fait à son existence et un peu voir cette espèce de relation un peu assez étrange, vraiment néfaste entre le créateur et sa créature qui vraiment va culminer avec vraiment comme une espèce de fin assez mélancolique, on pourrait dire. Donc c'est vraiment intéressant de voir un peu, encore une fois, le dessin de Junji Ito avancer. Et encore une fois, c'est encore plus grotesque, ça devient de plus en plus dégueulasse, vraiment plus sombre. Et c'est toutes des qualités. Il y a juste des qualités là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant de le voir approcher ces histoires qu'on connaît quand même déjà assez bien. Et de rajouter en fait à cette histoire-là, de mettre une partie encore plus personnelle en fait à ça. Et on avait déjà une critique sociale en fait, voire de l'être différent qui va réagir en fait à la population, etc. et se faire opprimer, etc. Mais ici, on va vraiment suivre vraiment le personnel, en fait, voir comment est-ce que la créature réagit, ses désirs, qu'est-ce qu'elle veut en fait dans la vie, et vraiment faire face à son maître. C'est assez intéressant, c'est très bien dessiné, puis on va avoir quelques histoires courtes en fait à la Junji Ito vers la fin du manga, puis personnellement, je trouvais que c'était excellent. Je suis d'accord avec ça, du fait que Junji Ito a vraiment l'art pour rendre l'univers encore plus malaisant, encore plus sombre, en fait, qui rajoute vraiment de l'impact à l'histoire de base qui est assez dark, assez sombre en soi. Il y avait comme cette espèce de partie en fait dans le manga où on voit en fait la créature dans toute sa grandeur, en fait la créature qui passe à la majorité du manga en fait un peu plus recroquevillée puis un peu beaucoup plus reculée sur elle-même, puis qui va vraiment juste s'imposer, puis on va la voir grande, vraiment dégueulasse avec les morceaux de chair qui tombent partout, et c'est tellement beau et tellement dégueulasse. C'est difficile à regarder, mais en même temps tu peux pas t'empêcher de juste jeter un petit coup d'œil. C'est Junji Ito tout craché. Je vais amener un petit peu de douceur dans ce monde de brut. J'ai beaucoup aimé, pour une fois, j'ai beaucoup aimé Destin Parallèle. Destin Parallèle,
parce que, à cause de l'originalité de la construction de l'histoire, c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est une histoire d'amour assez banale. C'est cute, c'est beau, c'est romantique. Mais ce qui est original, c'est que l'œuvre a été sortie en 2 livres différents et la même histoire est contée du point de vue de la fille et du point de vue du gars. Avec toutes les différences que ça va amener dans la perception des sentiments, d'une communication qui vient de se passer, d'un événement, analyser les gestes de l'autre dans la relation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme concept. C'est le genre d'approche qu'il faudrait avoir plus souvent. Vraiment explorer un peu plus toutes les possibilités qu'on pourrait avoir dans le manga. Puis c'est pour ça que je trouvais ça que c'était beaucoup plus intéressant. 2 points de vue différents sur une même situation. C'est très original C'est vrai, comme concept. Parce que souvent, on essaie de faire une histoire où est-ce qu'on oublie qu'on lit un manga. Alors, on rentre dans l'histoire, on efface le médium, mais quand on fait une sortie comme ça, avec 2 séries parallèles qui se suivent, je trouve que ça l'assume, ça donne une valeur au médium qu'on ne pourrait pas voir autrement. Donc, effectivement, Destin parallèle, c'était très fort. Rien que pour ça, déjà. C'est un bouleversement aussi des codes en fait, de narration, dans le sens où, en général, le lecteur se met à la place du héros. Puis là, d'avoir comme vraiment 2 héros différents, ça fait vraiment un triangle en fait. On pourrait même dire un triangle amoureux. Donc, une autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est Devilman, la réédition. Une série que j'ai découvert avec l'anime qui est sorti sur Netflix, qui était juste vraiment super bon, que j'ai beaucoup aimé. Fait que il y a eu la réédition cette année, donc là j'ai voulu, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai vraiment voulu lire la série, surtout avec le style plus rétro, avec les cheveux qui vont jusqu'ici, là, puis c'est vraiment beau. Ouais, puis c'est ça, toutes les scènes vraiment perturbantes et tout ce qui se passe dans l'histoire, puis les personnages, leur relation très complexe. Comment t'as trouvé explorer la version rétro des années 70 quand en fait t'as connu la série avec la version très moderne de 2018? Personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai pas, le style m'a pas repoussé. D'ailleurs, j'aime vraiment ce style-là, le style plus rétro. C'est un bel univers visuel. Ouais. C'est comme ses propres règles, son propre look. C'est vrai que c'est un beau style en fait. Puis j'étais juste très excitée de voir ce serait comment en manga. Donc c'est une recommandation pour les gens qui ont vu l'anime puis ils veulent aller Définitivement. plus loin. Faut pas être repoussé par le dessin. Des fois, c'est dur pour des gens qui lisent, par exemple, Atelier des sorciers ou des histoires plus... C'est un peu plus léché. Ouais. Donc, faut vraiment pas juste se fier au dessin parce que ça en vaut la peine. C'est vraiment bon. Je voudrais ajouter quand même que c'est pas juste une recommandation pour les gens qui ont aimé l'animé, qui veulent découvrir l'œuvre originale, mais c'est quand même Devilman, c'est vraiment un classique du manga. Donc c'est Go Nagai, c'est l'auteur de Goldorak. Donc c'est un des auteurs qui a permis qu'aujourd'hui on ait du manga en français. Puis c'est avec Devilman, il a comme eu un espèce de tournant dans sa carrière. Et avec Devilman, il a inspiré toute une génération, je dis une génération, mais 3 générations au moins de mangaka d'horreur. Kentaro Miura aussi atteste que Devilman, ça a été une de ses grandes inspirations. Donc moi, je le recommande aussi aux gens qui veulent se cultiver sur l'historique du manga. C'est le fun parce que même aujourd'hui encore, on voit encore l'imagerie de Devilman se présenter dans plusieurs autres séries, comme dans Berserk, comme dans Evangelion. On a toujours ces espèces de scènes assez glauques en fait, avec la mer rouge, la lune et des trucs comme ça qui sont tirés en fait de Devilman, puis que c'est vraiment comme une pièce d'histoire en fait quand tu vas lire Devilman puis voir oh mais je reconnais cette scène là, oh je reconnais cette espèce là, puis c'est vraiment plein de petits trucs en fait qui ont vraiment comment dire attisé l'imaginaire en fait de toutes les autres mangaka, puis de revoir ces éléments là ça rend ça encore plus comment dire t'as une certaine connexion en fait avec l'œuvre. Alright, fait que j'y vais par la suite avec Dragon Quest. J'ai personnellement jamais été vraiment emballé en fait par l'univers de Dragon Quest, jusqu'à ce que je tombe sur lui tout simplement, qui amène l'univers un peu plus sous une forme seinen en fait, où
n'hésite pas à y avoir des morts, il n'hésite pas à avoir des situations un peu plus graves, un peu plus... dans le fond, qui rejoignent des thématiques sénènes, finalement. Qui m'a fait, justement, après la lecture des premiers tomes, reprendre sur l'ancienne série. Avant, pour le coup, c'était un peu plus shonen, qui m'a fait que j'ai juste capoté sur l'univers, qui est pas mal très très riche. Ça a été ta porte d'entrée, en fait, vers la série. Exactement. Pareil, en fait, je connaissais rien de Dragon Quest, ça arrivé ici, puis je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil, c'était très bon, je me suis même mis à jouer aux jeux vidéo, puis depuis, je crois que pour les gens qui sont intimidés par la série Dragon Quest, parce que ça a comme 40 ans, à ce point-ci, c'est tellement gros au Japon, mais un peu méconnu ici. Spécifiquement, ce manga-là, c'est une excellente porte d'entrée. Ouais. Dragon Quest. Prochaine série, Blue Giant, que j'ai adoré, vraiment. Étant musicienne moi-même, j'ai vraiment pu comprendre le personnage, puis j'ai juste trouvé ça très bon. Dans le fond, c'est un saxophoniste jazz qui veut devenir le meilleur saxophoniste du monde. Puis dans le fond, c'est son parcours, qu'est-ce qu'il apprend, puis les personnes qu'il rencontre, ça c'est très important. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en voyant cette série-là, j'ai eu un peu peur que l'auteur précipite les choses et que le musicien devienne bon trop rapidement, parce que c'est arrivé dans d'autres séries ou des romans ou peu importe. Souvent, c'est trop rapide, c'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment pratiquer tous les jours, puis des efforts. Puis aussi, tous les musiciens qui nomment dans cette série-là, c'est vraiment cool. Comme tu disais, toi, quand c'est un manga plus historique, tu vas faire des recherches. Ben moi, avec ce manga-là, je faisais des recherches en écoutant les musiciens. Puis j'ai découvert des musiciens extraordinaires. Donc, ouais, c'était un gros coup de cœur. Puis, ouais, j'ai beaucoup aimé. Comment devenir? Oh. J'ai un peu pareil quand je lis, je lis aussi. Comme j'ai ma playlist en fait jazz avec tous les artistes qui sont nommés dans le manga en fait. Puis à chaque fois que je lis, je mets la playlist en fait qui fait que je suis vraiment plus à l'intérieur en fait, c'est ça. Tu peux vraiment tu peux facilement en fait te lier en fait avec le personnage principal, surtout que c'est quand même tout le monde est un peu passé à travers ça en fait, essayer de vraiment maîtriser quelque chose, puis vraiment essayer de se donner à fond, puis de voir ce personnage-là qui a vraiment ce potentiel-là, qui veut vraiment travailler fort pour vraiment continuer dans cette direction-là, puis vraiment devenir un bon musicien, c'est vraiment inspirant. Puis tu peux vraiment feel le personnage, tu lis vraiment avec le personnage. Ouais, musicien ou non, je trouve que tout le monde peut comprendre ce que le personnage vit, puis c'est ça que je trouve vraiment de très bien fait dans l'histoire. Donc, Petite anecdote, le tome est sorti sur l'année des 100 ans de jazz. Oui, c'est vrai. Et que la sortie était d'autant plus accurate. Ouais. Donc, comment devenir le Hokage du saxophone jazz, Blue Giant. Moi, je vais y aller avec une touche un peu plus shonen classique, en fait. Vraiment Neketsu. Avec Black Torch, finalement. J'ai été étonné pour un premier manga, avec c'est le premier manga de l'auteur. Du dessin, en fait, qui fait preuve dedans. Le dessin était incroyable. Je pense qu'on peut le montrer, mais... Pose d'action aussi. Juste les passages ici que je demande. C'est ça. Ça, c'est le dessin. C'est juste incroyable. Une espèce d'impression d'encre de chine qui est vraiment assez... Ouais. Et l'absence de trame aussi renforce ça. Oui, tout à fait. L'histoire m'a aussi touché parce que c'était un bon mix entre le côté mythologique avec le côté yokai, démon, mythologie japonaise, et un côté plus classique en fait avec des arts martiaux, tout ce qui est la voie du sabre et ça qui s'en vient par la suite. Non, petit coup de cœur sympa en termes de lecture. Là. Et une série courte aussi. Série courte, 5 tomes. C'est un bon début pour un nouvel auteur, je trouve. Sérieusement, c'est très fort. Ouais, complètement. C'est un beau petit ajout dans la bibliothèque de n'importe qui aussi. C'est ça. Ça sort bien en cadeau. Tout. Je
trouve que ce qui est vraiment de bien avec le dessin de Black Torch, c'est que généralement on va avoir quelques critiques de certaines personnes qui vont moins apprécier le style un peu plus manga classique en fait, puis qui va parfois être un peu flat, etc. Mais Black Torch est vraiment, comme premier manga, c'est vraiment impressionnant parce que c'est un dessin qui explose vraiment de la page. Puis tu as vraiment, que tu sois vraiment plus style plus réaliste ou style un peu plus cartoon, ou peut-être un style un peu plus stylisé, vraiment plus animé, on va dire. Ce style-là, vraiment, tout pour plaire. C'est vraiment intéressant. Bon, ben, c'est à mon tour. Je vais présenter Kedamame. C'est assez fun. On va suivre en fait l'histoire d'une espèce de troupe de cirque qui va être un peu cirque-ambulant, qui va se promener un peu partout. Et on va suivre ce jeune garçon qui lui est assez étrange. Il se fait un peu passer pour un bouffon, il est un peu loufoque, mais en fait, il va renfermer cette espèce de pouvoir qui va lui permettre d'être excessivement bon au combat, en fait, et il va développer cette espèce de bras de crabe, en fait, de homard, vraiment étrange, ce bras démoniaque, et utiliser, en fait, ses pouvoirs pour couper en petits morceaux tous les méchants qui vont s'opposer à lui, qui vont vraiment essayer de blesser ses proches, etc. C'est un manga qui va vraiment, vraiment frapper. Le dessin est vraiment très très bon. C'est très très bien travaillé. On va vraiment avoir des personnages qui vont vraiment être intéressants, très loufoques, mais qui vont quand même savoir rester quand même assez sérieux. Le scénario va pas vraiment essayer d'être trop complexe ou trop compliqué. Ça va vraiment rester plus combat, action. On va pas vraiment essayer de vraiment établir un univers vraiment immense ou quoi que ce soit. On va essayer de rester plus dans l'action puis de rester dans le fun. Fait que ça va vraiment être beaucoup plus intéressant sur ces niveaux-là. Sinon, ce que j'ai aimé aussi, c'était vraiment le fait que le scénario se prenait pas trop au sérieux, que c'était vraiment quelque chose d'un peu plus léger. C'est pas une lecture qui va vraiment être trop compliquée, c'est vraiment beaucoup plus c'est un bon passe-temps. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ah, pardon. J'ai aimé le côté samouraï, le côté médiéval japonais en fait. Les rideaux sans le cap et épée en fait, comme tu es habitué de voir en fait, où il n'y a pratiquement pas de samouraï en soi. C'est juste un vagabond qui est recueilli par la troupe de cirque justement. Puis qui mélange aussi ce côté mythologique avec bon, on sait pas trop ce que c'est une connotation à propos des yokai, on sait pas vraiment trop qui il est ce gars-là, puis pourquoi il a ces pouvoirs-là. Que j'ai trouvé qu'il déteint vraiment sur ce qu'on connaît habituellement de l'Eredo, puis tout ce qui est traité autour de l'Eredo finalement. J'ai beaucoup aimé la série aussi, et comme tu disais, particulièrement les dessins, je trouve qu'il y a énormément de détails. L'ère Edo s'y prête beaucoup parce que les décors sont juste grandioses, et avec la troupe de théâtre, les costumes, les fleurs, c'est vraiment très drôle. J'hésitais à le dire, mais avec la petite présentation que vous venez de faire... peut-être. Tu sais, comme, quand il y a une pince de crabe, tu peux te dire... Ouais, j'en ai beaucoup parlé aux gens qui aimaient Vagabond, puis la pince de crabe les a tous déstabilisés. Alors moi, mon dernier, c'est un grand format, Le Signe des Rêves, qui est la dernière œuvre de Naoki Urasawa, donc auteur de Monster, de 20th Century Boys, de Pluto. Je pense que j'ai converti tout le monde ici à Urasawa. Sa dernière œuvre est un petit peu différente, donc c'est 2 volumes édités en grand format parce que donc c'est une œuvre qui a été commandée par le Louvre. Tous les ans, ils demandent à un auteur de BD un peu partout dans le monde de dessiner une œuvre qui met le Louvre à l'honneur, et cette année-là, ça a été Urasawa. Donc, il y a comme les contraintes de l'œuvre font que c'est un petit peu différent de ce que Urasawa fait habituellement, mais on retrouve le style narratif, qui est un peu labyrinthique, le style de personnage avec cette petite fille extrêmement intelligente et extrêmement wise. C'est romantique aussi. C'est comme l'histoire de l'art, l'histoire des toiles, un peu tout ce qu'on attire. Oui, il y a une espèce d'hommage à l'art aussi. La BD étant le 9e art consacré, consacré finalement
très récemment par rapport aux autres formes d'art. Donc je pense que Urasawa voulait aussi rendre hommage à sa forme d'art à lui. Et donc effectivement le personnage secondaire qui pourrait tenir lieu du méchant. Donc ce personnage est emprunté à Osomatsu-kun, qui fait partie vraiment de la culture populaire japonaise des années 60, au même titre que Doraemon par exemple. Donc Urasawa est allé voir la fille de l'auteur de Osomatsu-kun pour lui demander d'utiliser son personnage dans sa dernière bande dessinée, ce qu'elle a accepté avec joie. Et donc on retrouve beaucoup de références à la culture populaire japonaise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est capable de lire tout ça sans s'en rendre compte. Jusqu'au moment où à la fin, tu fais des recherches, puis là tu te rends compte que, bon, ok, c'est ça. Si quoi que ce soit signe des rêves, je conseille de lire le tome 1 et le tome 2 dans la même soirée. Ça fait une meilleure lecture, surtout de la manière que le tome 2 débute. C'est vraiment la fin d'une conversation du tome 1. Donc ça s'enchaîne beaucoup mieux. Simplement pour garder en tête l'histoire, parce que le dénouement dans le tome 2 est très fort. Donc c'est intéressant d'être au courant de tout, d'être sharp. C'est très intéressant aussi de voir le style de Urasawa comme évoluer à travers le manga. Parce qu'il y a certaines cases en fait dans le manga qui sont, par exemple, on voit un peu les débuts en fait de ces techniques-là en fait dans ces mangas comme Billy Bat, mais dans le signe des rêves, son jeu de cases en fait, son placement en fait de l'histoire est vraiment à un autre niveau. C'est vraiment intéressant dessus. Donc, il y a une série qui m'a beaucoup touchée cette année, c'est Éclat d'âme. L'histoire se concentre sur un jeune garçon qui découvre qu'il est homosexuel. Puis, c'est vraiment son cheminement de s'accepter durant les 4 tomes. Puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, d'autres personnages qui ont vécu des expériences similaires à notre personnage principal, qui sont vraiment très touchantes. On apprend à connaître chaque personnage, on apprend l'histoire de tout le monde. Moi, ça m'a vraiment touchée. J'ai même un petit peu pleuré à la fin, je vais l'admettre. Ouais, très belle histoire avec des images magnifiques. Comme je disais avec l'Atelier des sorciers, que je devais regarder ça au moins 2 minutes pour être comme waouh! C'est exactement la même chose avec Éclat d'âme. Par exemple, il y a une page où c'est le garçon qui se rend compte qu'il est amoureux d'un autre garçon à son école. Puis, c'est son cœur qui se brise comme de la vitre. Puis c'est magnifique, vraiment, je recommande fortement. C'est très osé en fait comme manga d'aborder ce sujet-là justement, puis ça fait vraiment de voir comment est-ce que ça passe au Japon, comment est-ce que c'est vu. Moi aussi, je l'avais mis sur ma liste coup de cœur. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le héros principal apprendre autant de lui-même que des autres qui l'entourent. Fait que tout le monde se retrouve un peu comme dans le même bateau, puis c'est l'évolution en 4 volumes qui est juste spectaculaire. Aussi la représentation visuelle des émotions du jeune garçon qui est toujours très bien travaillée. Et justement, comme tu parlais de la scène où son cœur se brise, tu as plusieurs moments en fait comme ça dans le manga, et c'est toujours très le fun à voir. Donc Max doit lire. N'est-ce pas? L'importance des personnages secondaires est vraiment très cool aussi. En fait, tous les personnages plus ou moins importants se retrouvent dans une même auberge en fait. Puis il y a notamment un vieux monsieur qui apparaît 2-3 fois dans l'histoire. Puis son trip à lui, c'est d'écouter de la musique, le classique en fait. Fait que c'est les petites clés en fait que l'auteur donne dans son manga qui va faire que si tu veux être encore plus impliqué dans le manga, tu peux juste comme aller sur internet, trouver la musique, la mettre jouer, puis tu as vraiment l'ambiance en fait dans laquelle le manga doit être raconté, doit être vu, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, un manga très honnête, Éclat d'âme, et apparemment ce que je dois lire ce soir sur la liste de Florence. Et toi Max, c'est quoi ton manga de l'année? C'était quoi mon manga de l'année? J'en ai eu un en plus. C'est quoi ton One Piece, c'est ça? Ouais. C'est son défi. Oui, mon manga de l'année. C'est quoi que tu cherches? Ma sortie préférée de l'année, c'était Blue Corner, qui est en fait la première fois qu'on voit en français l'œuvre de Taniguchi, qui était parue il y a quelques années quand même. Donc c'est intéressant maintenant, les œuvres moins connues de Taniguchi se font maintenant traduire.
Blue Corner était une d'entre elles. J'ai un peu un penchant qui fait que j'aime beaucoup les histoires de boxe. Blue Corner étant une qui est incroyable. Donc on prend Rocky puis on l'amène à un autre niveau puis une touche manga très agréable. Il y a même une fin un peu à la Hokuto no Ken que je ne spoilerai pas. Donc on retrouve un boxeur un peu loser, un peu alcoolique, qui se bat, qui perd tous ses combats mais qui attire tout le temps une foule incroyable parce qu'on l'appelle le perdant magnifique. Tous ses combats sont fous puis inexplicablement il perd. C'est incroyable comme boxeur mais il perd tous ses matchs. Puis rapidement, il y a des scouts de l'Amérique qui se rendent compte qu'il se saoule avant ses matchs pour réduire son talent. Puis ils disent, si tu es capable d'arrêter de boire, on peut t'envoyer aux États-Unis pour faire de toi une star. Puis lui, notre personnage qui dit pas beaucoup de trucs dans l'histoire, voit un peu sa chance de refaire sa vie, puis de pouvoir reconnecter avec sa femme qui l'a laissé, ses enfants, puis tout remettre à zéro à travers sa carrière de boxe, mais ses démons vont le suivre. Généralement, dans les mangas de boxe ou les mangas de sport, tu as tendance à revoir en fait un peu les mêmes histoires, un peu les mêmes arcs dans les personnages. Mais je trouvais ça intéressant, puis surtout le fait que c'est vraiment un personnage qui commence déjà en étant excessivement bon, mais qui doit réduire son talent. C'est vraiment assez le fun en fait à le voir se battre puis se démêler sur l'arène en sachant quand même qu'il va perdre ses combats. Et c'est très très bien dessiné, puis ça vaut vraiment la peine. C'est un portrait un peu noir aussi de ce que c'est la boxe professionnelle, puis l'argent que ça amène, puis les cercles qui y sont liés, puis comment le financement fonctionne, puis qui est prêt à mettre de l'argent où. C'était très bien d'écouter, j'ai quand même appris en lisant Blue Corner. On fait quoi comme conclusion? C'était nos coups de cœur 2018. Alors, c'est ce qui conclut nos coups de cœur 2018. On espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous serez intéressé à explorer certaines de ces séries. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Bye bye! Bye! Fini. Pas de tournage.